Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. Bonjour et bienvenue sur Radio Grand Lac. On va essayer d'amener un peu de soleil aujourd'hui avec cette météo pluvieuse. On se retrouve bien sûr pour ma chronique En quête de sens, la chronique qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Cette émission qui est en direct bien évidemment sur le 92.1, mais que vous pouvez aussi retrouver en replay à tout moment, est consacrée à cette thématique qui m'est chère, aussi bien dans ma vie personnelle que ma vie professionnelle puisque j'en ai fait mon métier, guider chacun dans sa quête de sens et révéler ses talents. Vous le savez, j'ai vraiment à cœur de montrer que tout est possible, de donner les clés pour oser suivre ses rêves. Et cette émission est justement faite pour ça puisqu'elle est dédiée à l'interview d'entrepreneurs dont le parcours est inspirant. Des entrepreneurs qui viennent nous partager leurs histoires de vie, des personnes pour qui la quête de sens a pris tout son sens. Et à partir d'aujourd'hui, il va y avoir un peu de nouveauté. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir et d'interviewer au micro de Radio Grand Lac Alain. Alain qui est un entrepreneur avec plusieurs casquettes. Alain, il a déjà participé à cette émission il y a 2 ans déjà, mais il revient pour nous partager ses nouveautés. Alain, il est praticien en sophrologie, il est préparateur mental et il est praticien en réflexologie plantaire, mais il est aussi en parallèle un accompagnant, c'est-à-dire qu'il accompagne les dirigeants et les managers et leurs équipes. Bref, on va tout vous expliquer. Tout d'abord, je vous propose qu'on accueille Alain. Bonjour Alain. Bonjour Elodie et merci de m'accueillir aujourd'hui et très heureux de revenir après 2 ans et ça va très vite. C'est là que je me dis c'est très rapide. Merci à toi. Merci à toi d'être là. Je suis ravie effectivement. J'aime bien en plus suivre comme ça le parcours. Donc c'est toujours plaisant quand les gens reviennent. Et effectivement quand j'ai préparé notre émission d'aujourd'hui et que j'ai regardé la date, je me rendais pas compte que ça faisait déjà aussi longtemps. Donc on va refaire un petit point vite fait sur ton parcours. On va bien évidemment prendre le temps d'expliquer tes différentes casquettes d'entrepreneur, toutes les activités que tu proposes. Quand tu étais venu il y a 2 ans, tu nous avais parlé de la réflexo, mais aujourd'hui on va parler d'autres choses en plus. Avant ça, avant que tu nous parles de toutes ces activités, je te propose donc qu'on revienne un peu sur ton parcours et notamment sur les raisons qui t'ont poussé à devenir entrepreneur et à choisir ces activités-là. Alors, mon parcours d'entrepreneur est un petit peu particulier. Moi, j'ai déjà connu le monde de l'entrepreneuriat pendant 14 années avant d'arriver dans la région de Savoie en mars 2023, puisque j'étais dans la région des Hauts-de-France. J'avais un parcours qui était complètement différent, un parcours sportif dans un premier temps et d'entrepreneur et de manager et de gestion d'équipe pour des concessions de marque premium. Donc, tout ça se rejoint aujourd'hui en réalité, ce qui nous amène à ce parcours-là. Et puis, il y a eu la période Covid, il y a eu l'après-Covid, il y a eu des restructurations dans plusieurs entreprises aussi, un peu d'affolement d'ailleurs à cette période-là. Et moi qui me suis toujours un petit peu intéressé à ce qui pouvait permettre à tout à chacun de pouvoir être en phase avec soi-même, m'a amené tout naturellement d'abord par une première rencontre en réflexologie plantaire qui a débouché sur de la sophro et de la prépa mentale avec, et mon arrivée ici en mars 2023 en Savoie. On dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais bon, la carte m'a amené en Savoie. Et j'ai donc démarré ici, effectivement, d'abord sur la réflexologie plantaire et la sophro, avec un module en préparation sport dans la préparation mentale, où aujourd'hui je reçois des athlètes de haut niveau, de jeunes athlètes de haut niveau sur la prépa mentale. Et je dis toujours dans mon checker de parcours de vie, il y a comme pour un cocktail plusieurs couches et plusieurs couleurs. Et c'est mis il y a quelques mois en évidence aussi de dire mais tiens, moi mon parcours d'entrepreneur, mon vécu, ce que j'ai pu faire en tant qu'athlète, ce que j'ai pu être aussi en tant qu'entrepreneur, pourquoi ne pas le mettre au service d'un dirigeant d'entreprise? Alors quand je dis dirigeant, il y a plusieurs formules. Ça peut être un indépendant seul qui démarre aussi. Ça peut être un dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise qui a des collaborateurs. Pourquoi j'irais pas mettre un petit peu mon vécu, mon savoir, et j'ai rajouté ça dans le checker pour sortir un cocktail qui va avoir un goût personnalisé, bien entendu, parce que chaque dirigeant et chaque demande est personnalisée. Et à travers ça, j'ai démarré ce suivi
qui m'apporte énormément et il y a une vraie demande parce qu'aujourd'hui on ne peut plus non plus diriger une entreprise ni manager une entreprise comme il se faisait il y a quelques années en arrière, et le parallèle entre le monde du sport, le monde de l'entreprise est très très étroit. On ne prépare plus un athlète comme on le préparait il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, on prend vraiment conscience de son état émotionnel, on prend vraiment conscience de son environnement personnel, professionnel. Et c'est exactement la même chose qu'il est important de prendre en compte pour un dirigeant d'entreprise qui malgré son sentiment d'être un petit peu bloqué, va avoir besoin d'un accompagnement pour justement ouvrir un petit peu les portes sur soi-même. Oui, donc là, pour reformuler tout ce que tu viens de nous dire, effectivement, le fil conducteur, c'est permettre aux personnes que tu accompagnes, on reviendra après sur les différentes personnes que tu accompagnes et comment, mais en tout cas, c'est prendre soin d'elles avant toute chose pour prendre soin de leur sport, de leur entraînement, de leur entreprise, de ce dont ils ont besoin de prendre soin. Mais en tout cas, ça passe par l'individu, ça passe par le fait de prendre soin de soi et d'être à l'écoute. Tu nous as parlé de la gestion émotionnelle notamment, donc être à l'écoute de ce qui se passe en nous et pas juste foncer tête baissée. Comme tu l'as dit, un sportif aujourd'hui, il s'entraîne plus de la même manière. La préparation mentale, elle est hyper importante. On le voit, on a les témoignages et on voit que le résultat est pas le même. Et comme tu le dis, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, c'est pareil. Si vous foncez dans le tas sans faire attention à vous, ça marche pas de la même manière. On va prendre le temps d'expliquer tout ça, bien sûr. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que vraiment tu utilises ton parcours d'avant, on va dire ton parcours d'avant la Savoie, pour aujourd'hui être un entrepreneur complet qui va pouvoir accompagner tout le monde. Et surtout, moi, ce que je retiens aussi, c'est vraiment le pont que tu fais entre l'entreprise et le sport, qui est hyper intéressante. On en entend de plus en plus parler, mais c'est quand même assez récent, j'ai l'impression, ce lien qu'on peut faire entre entreprise, entrepreneuriat et sport. Alors effectivement, c'est très récent. Disons qu'il y a eu un accélérateur après Covid. Ouais. Il y a eu 2 accélérateurs importants pour moi. Il y a eu l'après-Covid, effectivement, et il y a eu très récemment les JO à Paris, où on avait vu énormément d'athlètes français dire la prépa venait toujours en bout de phrase, grâce à la prépa, grâce à la prépa. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait dans le milieu du sport depuis quelques années, on va dire depuis une bonne dizaine d'années, qui se transposait pas encore dans le monde de l'entreprise, et on a enfin compris qu'il fallait vraiment s'occuper de l'athlète et de ses indicateurs émotionnels. Et ça, c'était une importance. On voit aujourd'hui que dans le monde de l'entreprise, tout va très vite. Tout va, et plus ça va vite, plus ça demande à être précis. L'entrepreneur a des obligations et des réponses à apporter rapidement à des demandes très précises. Et on le voit, moi, quand je discute avec eux, ils me disent oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose que l'on pensait mettre en place. C'est quelque chose qu'on commence à avoir en questionnement, parce qu'on voit que ça fonctionne en réalité. Et que ce soit dans le monde du sport au niveau des équipes ou de la cohésion d'équipe, que ce soit pour le plan personnel, lui en tant que capitaine et dirigeant de son entreprise, ou même seul, c'est vraiment le lien est très 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 étroit, et on peut même dire qu'on est sur la même ligne avec un langage différent, mais le mode de fonctionnement est le même. Et ça, c'est une certitude, et ça, on est arrivé, je pense, au niveau de l'entreprise à son maximum de ce qu'elle peut donner. Il va y avoir une obligation, parce que l'après-Covid a créé aussi un changement des mentalités vis-à-vis du salarié en lui-même, sans aucune il faut le prendre en compte en tant que dirigeant, ça c'est sûr. Et voilà, et on a vu des personnes ne pas reprendre leur travail, on a vu du télétravail, on a vu des personnes prendre conscience qu'ils allaient un petit peu trop loin dans leur entreprise, et ça a amené un turnover assez important, plus ou moins en fonction des régions à laquelle on se trouve en France. Mais si je parle de la région Savoie, moi qui découvre ici, on voit que ça bouge beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de dynamisme. Donc ça amène aussi beaucoup de fluctuations et de mouvements auprès de la masse salariale, parce que voilà, ce qu'on ne trouve pas là, on peut le refaire là. Et ça apporte cette mouvance-là, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour retenir ces équipes, et pouvoir aussi, moi, avoir la prise de hauteur nécessaire sur mon activité pour pouvoir performer aujourd'hui, mais surtout, comme je dis toujours, performer demain, d'après-demain et dans la durée. Parce que ça, c'est important pour soi et pour l'entreprise à laquelle on a créé, bien sûr. Ouais, complètement. Ton gros avantage, de mon point de vue, c'est que du coup, tu utilises toutes les couches que tu as mis dans ton shaker, c'est-à-dire que tu as été salarié, tu as été entrepreneur, tu as été sportif, et donc aujourd'hui, tu utilises ces différentes casquettes que tu as eues
pour pouvoir faire ton métier et accompagner toutes les personnes que tu accompagnes. Voilà, exactement. C'est l'effet millefeuille. Après le checker, le millefeuille. Oui, moi j'aime. Ça me va. On va avoir que des belles choses et des bonnes choses à manger. Non, mais c'est une réalité. Effectivement, il faut un vécu, il faut un parcours, il faut pouvoir dire attention. Moi, j'ai pris telle direction, ça n'a pas été la bonne. C'est aussi mes erreurs que moi j'ai compris après. Mais mon passé de sportif est très jeune, m'a aidé énormément. Mais moi, quand j'ai créé mon entreprise, je peux vous dire que les 2 ou 3 premières années, je ne vivais que pour ça. J'avais quasiment arrêté le sport. Voilà, on est focus à 200% parce que on a tous les voyants rouges, on a peur, on a la banque, on a la création. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on sait répondre? On a toujours quelque chose qui nous tracasse. Et puis quand on commence à se dire, on doute un petit peu de ce que l'on fait, on remet en question certaines choses, on dort moins bien. On commence à prendre du poids, on commence à s'énerver, on rentre à la maison, on n'est plus tout à fait le même. On a aussi ces enfants qui nous commencent à nous taper dessus en disant mais là il y a des choses qui vont pas. Bon on se repose la question, on prend le recul nécessaire et puis on se dit on va peut-être faire autrement et on s'aperçoit qu'en réintégrant du sport dans son potentiel de possibilités, je dis toujours vous savez vous faites 3 heures de sport par semaine, ça va pas vous prendre un pourcentage énorme sur votre semaine de travail, mais ça va vous amener un bien fou et vous allez prendre un shoot pendant 24 heures ou 48 heures. Et donc, moi, ayant mis ça en place pour moi-même, pour l'activité, et je me suis rendu compte que c'était une nécessité, en fait, qu'il y avait absolument besoin de en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il faut trouver un bon équilibre. En tout cas, il faut trouver son équilibre. Il y a des gens qui auront peut-être besoin de 3 heures de sport et d'autres 5 et d'autres 2, peu importe, mais en tout cas, il faut pas effectivement oublier le reste du monde, le reste de notre vie. Quand on est entrepreneur, c'est important de veiller à ce que tous les piliers soient bien solides, en effet. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Élodie. Alors, je tiens à faire une petite parenthèse parce que souvent, quand j'approche un dirigeant d'entreprise, j'aborde plutôt la façon de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes d'activité physique. Parce que parfois, quand on leur parle de sport, on a l'impression qu'on va monter encore à nouveau dans des crans supérieurs. Mais parfois, j'ai certaines personnes qui me disent, moi, le sport et l'activité physique m'intéresse pas, mais on peut simplement faire de la marche. Ouais. Parfois, pour certaines personnes, ça va être prendre du temps, ne serait-ce que pour pouvoir 2 ou 3 fois dans la semaine amener ses enfants à l'école. Ça peut être rentrer à la maison le midi quand on ne rentrait pas du tout, ou ça peut être lire un livre, ça peut être, pour certaines personnes, oui, c'est pas forcément du sport, mais en tout cas, c'est prendre soin et prendre du temps. Voilà, savoir à un moment donné lever le pied et savoir mettre ses indicateurs un petit peu de côté et puis prendre soin de soi, effectivement, ça c'est important. Ouais, c'est sûr, prendre soin, prendre du temps en fait, arrêter d'être en permanence en train de courir et de se sentir débordé en permanence. Vous l'aurez compris, du coup, aujourd'hui, on va beaucoup parler de prendre soin de soi et du coup, on va expliquer comment toi tu accompagnes toutes ces personnes, comment tu prends soin des gens que tu accompagnes, comment tu leur permets de prendre soin d'eux. Je te propose qu'on commence par la réflexo puisque c'était l'activité dont on avait parlé quand tu étais venu et puis c'est la première activité, si je dis pas de bêtises, que tu as mis en place en Savoie. Tout à fait. On avait démarré sur la réflexo et puis la sophro était là, mais on était encore un peu sous-jacente. Mais c'est la réflexo qui avait été porteuse en premier, effectivement. Ouais. Alors, je pense qu'on peut réexpliquer aux gens, même si aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'assez connu, mais on peut quand même réexpliquer aux gens qu'est-ce que c'est la réflexo. Et alors, pour le coup, toi, c'est la réflexo plantaire. Dis-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche? Alors, la réflexologie, effectivement, plantaire, parce qu'on peut avoir les mains, on peut avoir le visage, mais la plus portée, on sait que c'est le pied à 7200 terminaisons nerveuses. C'est la zone la plus nervurée du corps. On va y retrouver tout ce qui est viscéral et cérébral. Et par des touchés spécifiques, on va pouvoir débloquer ce qui émotionnellement nous ennuie pour des personnes qui vont avoir des soucis de sommeil, des soucis de nutrition, qui vont parfois avoir besoin d'une compréhension sur leur blocage émotionnel. C'est surtout ça, en fait. Déjà, la première chose, c'est déjà l'écoute. Pour toutes ces lignes-là, que ce soit pour un dirigeant d'entreprise, que ce soit en sophro, pour tous les parcours, c'est l'écoute. À travers ça, on va pouvoir un petit peu mieux comprendre le besoin de chaque personne. Et effectivement, à travers ce toucher au niveau des pieds, je dis toujours les pieds parlent, on va pouvoir arriver à parfois comprendre ce qui se passe quand on a alors, je précise souvent, quand je prends souvent l'exemple, je dis voilà, c'est pas parce que je vais trouver quelque chose au niveau du foie qui va me sembler un petit peu anormal qu'il y a un problème sur le foie. Mais c'est la relation qu'il va y avoir à côté de ça. On sait que le foie, souvent, c'est la colère. Alors, quand je dis ça, oui, souvent, on tombe sur ça. Je prends souvent cet exemple-là. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Et c'est le but de la réflexologie. C'est déjà ça. Après, ça peut être de la simple relaxation des personnes qui vont prendre un moment de détente pour eux.
et qui vont avoir besoin de se poser sans forcément avoir de pathologie ou de suivi. Oui, il n'y a pas nécessité d'avoir un problème. Il n'y a pas nécessité d'avoir un problème. Ça peut être simplement simple. Si vous avez un problème, la réflexo peut vraiment vous aider, notamment dans ce que tu dis, à comprendre quelle est la source du problème et comment la résoudre entre guillemets, cette source. Mais voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un problème si s'il n'y a pas de problème, et ça peut être effectivement pour se relaxer, pour se détendre. Tu parlais de la gestion des émotions. Du coup, la gestion du stress rentre aussi dans ce que tu peux apporter aux personnes que tu accompagnes. Exactement. On va bien entendu parler de la gestion du stress parce que bien souvent le curseur stress monte avec, et puis on a les indicateurs, on a des problèmes de peau, des problèmes de nourriture, soit dans un excès de boulimie ou plutôt d'anorexie parfois. Mais oui, ça va jouer énormément là-dessus. Et je tiens aussi à préciser que dans toutes ces relations sophro-réflexo et même aussi en entreprise, il y a d'abord une relation qui doit se créer entre le praticien et la personne. C'est déjà un travail d'équipe parce que c'est pas moi qui vais réellement faire le travail. Moi, je vais donner des clés, je vais faire ouvrir des portes, et c'est à vous qui êtes là de pouvoir se dire oui, effectivement, j'ai la compréhension de ça. Il s'agit pas d'écarter ce qu'il y a eu. Il s'agit simplement, je dis toujours, de le ranger dans sa bonne boîte émotionnelle, de bien remettre le couvercle. Parce qu'un jour ou l'autre, quand ça remonte, au moins on a eu la gestion et la compréhension de ce qui a pu se passer à un moment donné, et ne pas culpabiliser d'avoir tel ou tel agissement, mais surtout une compréhension de sa propre personnalité qui a fait qu'on a agi comme ça, ou qu'on n'a pas osé nous dire, ou que j'ai pas osé dire. Mais il est très important pour tout à chacun, et c'est pas spécifique à moi, mais pour toute personne qui allait voir un praticien, qui allait voir des personnes comme nous, parce que Dieu sait s'il y en a beaucoup. Il faut vraiment une relation de confiance, parce que parfois ça ne marche pas avec l'un, ça va marcher avec l'autre. Moi, je le vois beaucoup en sophro. Il y a des personnes qui me disent je veux bien essayer, mais j'adhère pas. Et pour autant, ça fonctionne, parce que peut-être c'était pas le moment, ou peut-être la pratique n'était pas la bonne. Et si c'est une technique qui vous porte, n'hésitez pas à en faire 2 ou 3, parce que ça sert à rien non plus d'en faire 50. Peut-être que la pratique vous plaît pas du tout, mais n'hésitez pas à aller voir un petit peu, parce que c'est important ça. C'est vrai que c'est important de le dire, c'est qu'il y a rarement des choses qui sont miraculeuses en une séance. Et quand on connaît pas la pratique, et encore plus quand on est sceptique, effectivement, il faut pas s'arrêter à une seule séance, sinon c'est pas assez révélateur et on se rend pas compte, on peut pas savoir si ça nous convient ou pas. Justement, tu parlais de sophrologie, donc on va aller sur cette activité-là. Tu vas nous expliquer ce qu'est la sophrologie, à quoi ça sert, même s'il y a des ponts entre réflexo et sophro. Mais juste avant ça, je vous propose quand même qu'on fasse une petite pause. Prenez le temps de boire un petit coup et revenez nous voir dans 2 minutes pour la sophro. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. En quête de sens, l'émission qui met en valeur les entrepreneurs passionnés pour vous inspirer. Avec Elodie sur Radio Grand Lac. En effet, nous voilà de retour pour cette deuxième partie de En quête de sens dans le grand bain de la vie locale. Aujourd'hui, on est avec Alain. Alain qui, je vous l'ai déjà dit, a plusieurs casquettes. Il est entrepreneur et il a plusieurs activités. Mais toutes quand même qui ont un lien, toutes complémentaires et toutes avec la même intention, c'est accompagner les gens à être bien, à prendre soin d'eux, à prendre du temps pour eux, pour pouvoir soit se préparer au mieux pour leur activité sportive, soit se préparer au mieux pour leurs entreprises. Mais en tout cas, il y a vraiment ce fil conducteur, on l'a vu. En première partie, Alain, on a beaucoup parlé de la réflexo. Tu nous as expliqué ce qu'est la réflexo plantaire, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça peut faire, sur quels résultats on peut aller. Et on allait tout doucement se diriger vers la sophrologie. Donc, on t'écoute. La sophrologie, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est vraiment, autant la réflexo, beaucoup de gens savent à peu près en quoi ça consiste. Mais alors la sophro, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour lesquels c'est très flou. On ne sait pas exactement ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc on est tout oui. Alors tout à fait, Elodie. La sophrologie, on la confond souvent avec l'hypnose, parce que en réalité, la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle. Le fondateur de la sophrologie a utilisé des techniques de l'hypnose, de la méditation, de la psychologie, c'est-à-dire plusieurs modules comme ça, dont il en a fait 27 protocoles. Il y a c'est Caicedo, il y a une grande école là-dessus d'ailleurs, et puis d'autres écoles qui ont eu la possibilité de faire 4 modules sur 7, parce que sinon c'est 2 ans de formation. Donc c'est une technique psychocorporelle. On va travailler avec des protocoles spécifiques, personnalisés à la base, où on va aller chercher des ressources positives que l'on a pu avoir pour pouvoir les réintégrer sur une problématique du jour,
C'est-à-dire qu'on va suivre l'intonation de ma voix par rapport à une phase précise. D'abord une première phase de détente et de relaxation. Et après, on va aller rechercher, comme souvent je fais en découverte, une image qui vous est agréable, quelque chose d'agréable, une couleur, une sensation. Et on va retravailler sur ces sens-là, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, lui, ne sait pas quand vous pensez, par exemple, si vous vous imaginez faire du vélo, il ne sait pas si vous le faites ou si vous ne le faites pas. C'est quelque chose qu'il intègre. Donc ça, on l'utilise énormément en préparation mentale pour pouvoir travailler un geste ou une technique particulière sur cette possibilité-là. C'est les grandes bases de la sophrologie. Donc entendu. La sophrologie, toi tu guides, c'est-à-dire que tu parles à la personne pendant la séance, séance où tu l'as dit, elle est détendue, elle est bien installée, et à travers tes paroles, c'est quoi ? Il y a de la visualisation pour la personne pour lui permettre d'aller travailler sur un point précis. Voilà, c'est autant on a une technique d'un toucher sur la réflexologie, autant on n'a pas de toucher sur la sophrologie. La sophrologie, la personne, je la mets en position semi-assise au niveau du cabinet. On va avoir une première phase de protocole où on va lui demander de pouvoir se détendre. On va partir du visage jusqu'au bas du corps et sur l'ensemble du corps. Et ensuite, je vais l'amener à une projection. La première sophro de découverte que j'amène là comme ça, juste pour savoir, parce que tout le monde n'adhère pas forcément, c'est une découverte où voilà, je vais leur amener d'aller chercher une image agréable pour eux. Ressentir les odeurs, ressentir le toucher, les matières. Et à partir de là, on va pouvoir aller jusque cette phase-là. Et à la fin, on intègre cette visualisation et on a le retour de la patiente ou de la personne qui est là. Mais en aucun cas, on va travailler sur ce qu'on en appelle la zone sophroluminale, c'est-à-dire c'est la zone que vous connaissez tous le soir avant de vous endormir, le moment où vous êtes encore conscient et pouf, vous basculez dans le sommeil. L'hypnose travaille un petit peu plus loin. C'est parfois, pour certaines personnes, un petit peu plus traumatisant, sans critiquer l'hypnose, absolument pas. Là, vous êtes dans cette phase-là. Et là où le cerveau va aller chercher vos ressources que vous avez enfouies très très loin et vous dire ce que vous avez été capable... Donc on n'a pas forcément conscience. Voilà. Est-ce que vous avez été capable de faire ? Vous devez être capable de le refaire. Ça, c'est primordial. Et on va vraiment travailler sur cette phase-là. Alors, par rapport à la réflexo, c'est vrai que la sophro demande quelques séances d'adaptation. Je sais que si la personne me dit oui, c'est pas mal, plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir rentrer très vite dans cette situation-là. Et à un moment donné, quand on aura terminé ce que l'on a à travailler ensemble, vous allez pouvoir le reproduire chez vous. Parfois, oui, parce qu'il y a une difficulté dans la sophro, c'est qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui ont du mal déjà à se détendre, et alors encore plus à se rappeler quelque chose, une image, de se projeter, de visualiser. Donc effectivement, ça nécessite quand même de le faire régulièrement, ou en tout cas plusieurs fois, pour déjà arriver à ce résultat-là. Exactement. Surtout que le mental a toujours plutôt tendance à mettre en avant le négatif que le positif. On se souvient plutôt de ses mauvais souvenirs que de ses bons. Et on a toujours tendance à faire ramener le manque de confiance en soi. Je suis pas capable de, je sais plus le faire, je serai pas là parce que je suis dans telle position aujourd'hui, telle position. Mais en fait, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. On est capable. Alors effectivement, ça demande du travail et de la volonté, mais c'est pas insurmontable. C'est pas voilà. Alors la sophro, on en voit un petit peu à toutes les sauces. On en a sur Internet, on en a dans les réseaux, on a énormément d'interprétations. Il faut quand même rester assez cadré et assuré d'un praticien qui ait fait la bonne formation avec le bon nombre d'heures. Et puis il y a quelque chose qui de toute manière ne peut pas tricher par rapport à la réflexo, mais même non plus, on peut pas tricher non plus avec la réflexo, mais plus en adéquation avec la sophro, c'est vraiment le positionnement du praticien, l'intonation de la voix et comment ça va se passer. Il y a plus de femmes que d'hommes, il y a un petit peu cette particularité aussi. Ça surprend un petit peu plus pour les praticiens hommes. Peut-être qu'on n'a pas une portance de voix chez les hommes aussi courante que chez les femmes, ou peut-être, je ne sais pas encore exactement. Oui, ou simplement avant c'était un métier qui attirait plus les femmes, et aujourd'hui, de toute façon, il y a plein de choses qui changent dans les mentalités, dans les mœurs, et on a de plus en plus de femmes qui font des métiers d'hommes et inversement. Mais effectivement, peut-être qu'aujourd'hui c'est encore un peu ta particularité, c'est vous n'êtes pas très nombreux. Pas beaucoup d'hommes, en tout cas, dans ces métiers-là. Donc, la sophrologie, on va peut-être faire le lien avec la préparation mentale, puisque c'est ce que tu utilises pour la préparation mentale. Exactement. Sur la prépa mentale, avec les athlètes, je pars de la même base. Je pars de la base de la sophro, comme je viens de le dire. On va déjà passer sur cette phase de détente. On va aller rechercher un petit peu la possibilité. Un avantage
qui souvent est lié à tous les athlètes, c'est que mentalement, ils ont déjà cette visualisation-là, parce qu'en général, quand ils font des phases d'entraînement, ils ont un peu le mental qui passe un petit peu par toutes les étapes. Je vois, j'ai des cyclistes, on sait très bien que quand ils s'en vont sur le vélo, ils sont un petit peu aussi dans des positionnements comme ça, donc ils ont un petit peu plus de facilité à entrer dedans. Après, il va falloir comprendre là où l'importance avec un athlète, c'est de comprendre là où il coince, là où ça va pas. Est-ce que c'est après une chute? J'ai peur de me retrouver dans tel positionnement. Là, j'ai notamment un athlète en trail qui lorsqu'il aborde une descente parce qu'il a chuté 2 ou 3 fois assez lourdement, a du mal. Donc, on sait qu'il sait le faire. Donc, il va y avoir une remise en question, un repositionnement, et surtout, ça c'est valable un petit peu pour tout. C'est-à-dire que l'émotion de peur, quand elle arrive, il faut pas la repousser. Plus vous repoussez l'émotion, plus vous allez la rejeter, plus elle va vous revenir en pleine phase. Donc, j'ai l'impression de m'entendre avec toutes les personnes que j'accompagne. Arrêtez de vouloir les mettre de côté, ces émotions. Voilà, acceptez-les, travaillez avec, partez avec. Et je dis toujours, on allège le sac à dos, mais gardez-la dans votre sac à dos, parce que si jamais émotionnellement parlant, vous vous focalisez sur ce qui vous traumatise, c'est certain. Vous faites des crêpes, si vous dites que la première, vous allez la cramer. Je suis parti sur les crêpes, là, t'as vu? Ouais. Vous êtes sûr de la rater. Cramer. Ah, mais c'est sûr. Mais ça, c'est une évidence même. Et donc, en prépa mentale, on va travailler sur ça. Et après, on va travailler par palier en fonction d'un objectif que l'athlète a. Et comment il va pouvoir être au meilleur, mentalement, physiquement, émotionnellement parlant, à son objectif au moment au jour J. Et on va travailler sur l'objectif précis, mais surtout aussi sur la suite. Oui. Et comment il peut performer. Parce qu'en général, les athlètes aujourd'hui, ils ont quand même une diététique assez suivie. Ils ont des blocs d'entraînement qui sont quand même mieux faits qu'avant, c'est-à-dire qu'on va travailler sur des charges d'entraînement et des charges de récupération, et ils ont besoin de savoir comment mentalement on va pouvoir pousser le curseur un petit peu plus loin, et je dis toujours, apprenez à aimer ce que vous n'aimez pas, parce qu'on a tendance, et c'est humain, à éviter ce qu'on n'aime pas, mais apprenez à aimer ce que vous n'aimez pas, et on va d'abord travailler en priorité ce qui vous bloque et ce que vous n'aimez pas. Et on est toujours après sur le même fil conducteur, c'est-à-dire la confiance, avoir confiance en soi. C'est un élément primordial. Mettre une intention et une confiance en soi. Si on abandonne dès les premiers échecs, et je leur dis, là, je donne des cours aussi à l'INSEC, et je leur dis souvent, vous allez apprendre plus de vos échecs que de vos réussites. Ça, c'est sûr. Et aux athlètes, je leur dis, n'ayez pas peur de l'échec, elle va faire partie du programme. Ça va pas fonctionner de suite. Oui, puis ça se saurait s'il y avait des athlètes qui n'échouaient jamais, qui ne tombaient jamais. Exactement, voilà. Et donc, la prépa mentale est devenue vraiment un outil supplémentaire pour tout athlète. Et heureusement, je le disais tout à l'heure, il y a l'effet JO qui a été très boostant. On avait des garçons comme Teddy Riner qui en parlait énormément, qui très très jeune à l'INSEP a imposé sa préparation mentale, a imposé une personne avec lui, ce qu'il était très très peu à l'époque, parce qu'on disait qu'un athlète qui avait un préparateur mental, c'est qu'il était pas bien, c'est qu'il était faible, il fallait pas qu'il pleure, il fallait pas qu'il dise qu'il a mal. Moi, j'ai connu ça quand dans les années à 14-15 ans, quand vous commencez dans le vélo, on parlait que de charge de travail. Il fallait pas se plaindre, il pouvait tomber des grêles, il fallait y aller. Mais si vous aviez mal là, c'est rien. C'était pas. Alors que on relevait pas les indicateurs comme aujourd'hui, en fait. Oui. Voilà. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de veiller aussi à cette préparation mentale. Comme tu l'as dit, il y a déjà la nutrition. Ils sont hyper accompagnés sur tout l'aspect nutritif. Ils sont hyper accompagnés sur les entraînements. Mais le mental, les émotions, ce qui se passe en nous, c'est tout aussi important. C'est aussi important, et je dis aussi attention à cette barrière où il ne faut pas tomber non plus dans l'excès de cette prépa mentale. Il ne faut pas tomber dans l'excès de tous ces outils que l'on peut mettre en place pour eux, ou que ce soit pour chaque personne. Parce que sinon, on va aller un petit peu trop aussi dans l'effet inverse. On en revient à notre équilibre. Voilà, on revient à l'équilibre. Trouver un équilibre. C'est la bonne balance, parce que sinon, on va un petit peu trop partir dans l'émotionnel aussi, dans l'autre sens. Et puis, c'est pas le juste équilibre qu'il faut, quoi. C'est pas ce qui est bon, en fait. Bon, en tout cas, toi, tu es là pour les guider, justement, pour se préparer mentalement sans tomber effectivement dans l'excès. Là, on a parlé beaucoup de la sophro par rapport à la préparation mentale, mais tu peux bien évidemment aussi proposer la sophro à des non-sportifs, ou en tout cas pas des sportifs de haut niveau, pour aller travailler un autre objectif. J'imagine aussi qu'il y a de la relaxation qui rentre en compte, la gestion du stress, la gestion des émotions, un peu les mêmes thématiques que pour la réflexo. Exactement. On va avoir les mêmes thématiques avec une approche différente, et effectivement, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde.
pour un parcours de vie qui peut être à un moment donné en souffrance, et parfois ce n'est même pas forcément sur un parcours de vie en souffrance sur l'instant T, mais ça peut être quelque chose qui a été très mal rangé plusieurs années en arrière et qui n'a pas été traité au bon moment. Et voilà. Et avec le temps, je me rends compte que c'est pas forcément la même chose qui va faire éveiller cette émotion-là ou ce qui n'a pas été rangé. Il suffit d'un incident tout à fait banal. Ça peut être vraiment très anodin et on dit tiens, la nuit je repense à ça ou je revois tel souci. Et quand on creuse, on se dit voilà, vous n'avez pas à culpabiliser de ce qui est arrivé, mais on vous l'a pas raconté dans le bon sens en réalité. Donc là, on a parlé de la réflexologie plantaire, de la sophrologie, de la préparation mentale, donc pour les particuliers, pour les sportifs notamment. On va pouvoir maintenant parler de l'activité de l'année quand même que tu développes. C'est l'accompagnement des dirigeants / entrepreneurs / managers. Justement, tu vas prendre le temps de nous expliquer qui tu accompagnes, pour quel type de besoins, de problématiques. On a compris que tu utilises ton passé, ton histoire, ton fameux checker pour les accompagner. Mais tu accompagnes qui et pour quels besoins et comment ? Alors ça, en termes d'accompagnement, ça va être tout indépendant. Alors, on va démarrer de l'indépendant de base qui a décidé de créer sa propre société, qui est dans la posture, on va dire, d'auto-entrepreneur, même si aujourd'hui on a donné un petit peu d'autres termes à ça. Comme ça peut être un dirigeant d'entreprise qui a 3 ou 4 salariés, ou jusqu'à une PME ou une PMI qui a besoin de ça et qui va, à un moment donné, se trouver dans une position souvent, ce qui interpelle, c'est de se dire, tiens, ça m'intéresse un petit peu, rarement pour soi, mais d'abord plutôt en gestion d'équipe. Comment je peux redonner à mes managers la possibilité d'intervenir auprès des équipes pour créer de la cohésion, pour pouvoir redonner du collectif et je dis souvent pour créer une team glue, comment on peut aller chercher ça et comment on peut travailler dans ce sens-là. Mais quand on creuse un petit peu, on se dit oui, mais attendez, vous êtes le capitaine du bateau, donc on va peut-être aussi commencer un petit peu par vous et quelle posture vous avez face à ça. Est-ce que à l'étage supérieur, c'est pas ce qui fait que ça redescend aux étages inférieurs? Et bien souvent, j'aime bien intégrer tout le monde parce que ça intéresse tout le monde. Un capitaine de bateau, il est pas seul. Il y a lui, il y a ses seconds, il y a aussi le mécanicien qui est dans la soute et qui fait avancer le bateau. Et tout ça, c'est une nécessité. Donc, dans les premiers temps, on est surtout, j'aime bien aller sur le lieu. Voilà, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe et les retours de chacun. Quand c'est un indépendant seul, souvent, c'est parce que il a une activité qui progresse très vite. Donc, ça va très très vite. Et il est un petit peu submergé et il sait plus où s'orienter, tant sur le plan administratif que sur son plan à lui. Et là, ça déborde, c'est-à-dire que le soir, il rentre très tard. Et on est tous contents quand ça démarre vite, mais ça peut vite aussi faire très peur. Oui, puis si on n'est pas prêt et qu'on n'a pas anticipé, effectivement, comme tu dis, après il y a une surcharge, après on n'arrive plus à prendre de recul, donc c'est bien, mais c'est pas forcément bon ni sain. Voilà, il faut pas. Ça peut être problématique parce que à un moment donné, l'entrepreneur qui démarre une activité qui va grimper XXL très vite, il va falloir qu'il recrute. Comment je recrute? Qui je recrute? Il faut recruter. Oui, il faut encore aller chercher d'autres compétences. Voilà, il va pas avoir le temps de prendre le recul nécessaire. Or, on a souvent, et j'ai souvent la remarque, c'est oui, mais si je prends du temps, c'est du temps de perdu. Alors ça, c'est une horreur pour moi parce que à l'époque où je travaillais en concession, on avait des directeurs qui nous disaient oui, mais moi si je vous envoie en formation, c'est les vacances là-bas. En fait, on prenait pas le temps de comprendre que si on allait 48 heures en formation, c'était pour revenir avec des acquis supplémentaires qu'on pouvait transmettre. Pour eux, c'était égal les vacances. Ça leur était imposé, mais voilà. Et là, c'est la même chose. Et ça, souvent, je leur dis attendez, on va prendre votre agenda parce que ce qui n'est pas dans l'agenda n'est pas pris en compte. Et vous allez voir que sur une semaine de 60 ou 70 heures, ça va vous prendre 7 à 8% du temps. Et ça va être bénéfique pour vous, votre entreprise n'aura pas bougé, vos 2 jambes seront encore à votre corps et la montagne elle sera toujours aussi belle, mais vous aurez une performance mentale et une gestion par rapport à vos problématiques beaucoup plus rigoureuse et surtout plus percutante. C'est ça qui est important. Alors ça demande un vrai travail, un vrai changement, mais je pense qu'il y a une demande. Alors ça fait encore peur, parce que surtout, attention, faut pas bouger trop. Ça fait peur, hein, c'est sûr, le changement fait peur. Quand on est même quand on n'est pas dans une situation confortable, à partir du moment où c'est quelque chose de connu, ça devient confortable. Ou en tout cas, on arrive à se convaincre que ça l'est. Donc toi, tu vas vraiment les accompagner à, encore une fois,
veiller à ce que tous les piliers soient solides pour que le bateau il avance sereinement, tranquillement et qu'il n'y ait pas trop de tempêtes sur le chemin. En tout cas, qu'on soit armé pour ces tempêtes. Voilà, exactement. C'est-à-dire je vais travailler sur trois blocs. Moi, j'appelle ça ce qu'on appelle le bloc athlète. C'est être un capitaine performant, c'est-à-dire pouvoir comprendre ses indicateurs corporels, pouvoir comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, je dors mal, je mange mal, comme je le disais tout à l'heure, je suis énervé avec mes équipes, à la maison, on commence à me reprocher de ne pas aller là, et là, on va prendre un petit peu de recul. Et puis, on va aussi travailler avec les équipes, où là, on va être un peu dans comment amener cette diversité, c'est-à-dire comprendre que chaque individu que vous avez parmi vos équipes, est-ce qu'on a mis le bon joueur au bon endroit ? Et c'est cette diversité qui va créer une force, en réalité. Et c'est un ingrédient. Je repars un petit peu dans mes sauces de cuisine, pourtant je suis pas cuisinier, mais c'est cet ingrédient-là qui va faire qu'on va avoir une équipe qu'on va pouvoir mettre en place et qui va pouvoir performer, ce qui se rejoint dans le moule du collectif. Et on sait que là, on va pouvoir mettre de la valeur ajoutée et créer des membres qui sont très très liés. D'une équipe membre, on va en créer des leaders, mettre dans ces équipes et faire que chaque membre, en fonction de ses capacités de chacun, devienne un leader, son propre leader au sein de l'équipe. Et ça, c'est important. Et je dis aux dirigeants d'entreprise, vous allez prendre votre casquette de capitaine, et c'est pas forcément le capitaine qui est le meilleur joueur, mais c'est vous qui allez impulser ça. C'est vous qui allez donner de l'énergie, et c'est vous qui allez transmettre ça. Je dis toujours, l'énergie est contagieuse. Et amener cette contagion dans vos équipes. Alors, parfois, ça brusque les codes, comme tu disais tout à l'heure, parce que c'est pas toujours facile de dire à un manager, il va plus falloir faire comme ça. Ou à un dirigeant, il va peut-être plus falloir aborder les choses comme ça. Mais en réalité, sur les équipes, à l'étage inférieur, même si c'est pas trop le terme, il y avait une vraie demande. En fait, on attendait à ce qu'on ait un positionnement différent. Oui, complètement. En général, on se rend compte qu'il y a la demande et que exactement. On est plutôt content de ces changements qui s'opèrent, même si ça fait peur, on est plutôt content. Exactement. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent je leur pose la première question et je leur dis, est-ce que vous avez demandé à vos équipes, à vos joueurs, est-ce qu'il est bien là où il est ? Est-ce que le poste qu'il a là aujourd'hui, est-ce que ça lui convient ? Et bien souvent, on s'aperçoit que sur une équipe de 10, vous en avez 3 ou 4 à bouger. 3 ou 4 qui disent, non, moi ici, je kiffe pas forcément d'être à l'emballage, mais je préférais être là-bas au service qualité. Et quand on a un garçon qui est mis au service qualité, on le voit exploser, quoi. C'est-à-dire que là, on le voit s'épanouir parce que là, il a pas envie de quitter l'entreprise, il est très bien, mais le poste qu'il a ne lui convient pas, en fait. Et on voit parfois, et là, c'est un petit peu plus compliqué, c'est que des managers sont pas faits pour être managers, ils sont pas au bon poste et là ils en prennent un peu là. Oui, ça c'est sûr. Moi, je fais beaucoup de liens avec ce que tu dis, avec moi ma particularité sur révéler les talents. Et effectivement, si la personne elle est à la bonne place, elle va être impliquée, elle va être motivée, elle va être encore plus efficace et ça va servir le collectif. Ça c'est sûr. Bon, vous l'aurez compris, Alain, il accompagne plusieurs personnes. Il a la réflexologie plantaire, la sophrologie, la préparation mentale et et aussi l'accompagnement des dirigeants, qu'ils soient seuls, avec plusieurs salariés jusqu'à plusieurs dizaines de salariés. En tout cas, à chaque fois, tu gardes ce sens, ce fil conducteur qui est de permettre à la personne que tu accompagnes d'être bien, de se sentir bien, de trouver son équilibre pour soit mener à bien son objectif, soit mener à bien l'objectif du collectif de manière la plus saine et la plus sereine possible. Exactement, et ça c'est primordial et c'est d'une importance aujourd'hui et ça le sera encore plus dans les années à venir. J'en ai une certitude aujourd'hui. Ça va l'être de plus en plus. On ne peut plus manager, on ne peut plus diriger une équipe comme il y avait et il va falloir accepter de plus en plus ce positionnement-là au niveau des équipes, au niveau du monde entrepreneurial d'aujourd'hui et de demain surtout. Et ça c'est très important. Complètement. On l'a pas dit, mais donc tu as un cabinet à Saint-Alban, donc Saint-Alban-Lès, à côté de Bassin, de l'autre côté du tunnel pour ceux qui sont de ce côté-là, où tu reçois donc les particuliers et pour les dirigeants, les indépendants, tu vas plutôt en entreprise, tu vas dans leurs locaux pour t'imprégner de l'environnement, de l'atmosphère. Exactement, c'est la base principale. Parfois, je reçois pas en cabinet parce j'ai la possibilité, j'ai une salle à côté qui me permet de les recevoir un petit peu quand on peut pas avoir la possibilité. Mais j'aime bien aller ressentir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de leur chaudron, on va dire. Ok. Alors, pour finir, j'ai une petite nouveauté dans cette émission.
j'ai envie dorénavant de finir avec la petite astuce de l'invité. Donc on va écouter Alain. L'objectif, c'est vraiment de partager un conseil, une astuce, un truc qui va pouvoir déjà faire un petit changement, opérer un petit changement, vous mettre dans cette dynamique, vous mettre dans cette énergie. Et aujourd'hui, Alain, tu avais envie de nous parler de cohérence cardiaque. Voilà. Alors, on en entend beaucoup parler. C'est une technique qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Mais là, je vais vous donner une petite astuce qui est très, très simple à mettre en place. Il faut savoir que au niveau du cerveau, on a deux systèmes. On a notre système sympathique qui est l'accélérateur. Et là, je vais faire le lien avec l'automobile. Et on a notre système parasympathique qui est plutôt l'action de frein. Donc, la cohérence cardiaque va permettre de réguler entre l'accélérateur et l'action de frein avec une synchronisation sur ces deux paramètres. Pour éviter que le moteur chauffe trop. Voilà, on va éviter un petit peu la surchauffe. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez la possibilité d'être assis, vous allez pouvoir vous asseoir 5 minutes, vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux et vous allez tout simplement garder votre respiration naturelle. Et moi, je vais compter par phase de 5, c'est-à-dire quand je vais compter jusqu'à 5, vous allez prendre une inspiration par le nez et vous allez, quand je vais recompter par 5, expirer. Alors, en général, on demande l'expiration par la bouche, mais expirez par ce qui vous convient. Ouais. Ne soyez pas trop contraints. L'objectif, c'est de faire de la respiration en prenant le temps. Vous allez prendre le temps 5 fois en inspiration, 5 fois en expiration, et on va voyager par vague, et on va le faire donc 6 fois, ce qui va donner 1 minute. Il faut savoir que les personnes qui sont habituées à faire ça et qui vont le faire pendant 3 à 4 minutes vont prendre à peu près un équilibre, un shoot sur 4 heures d'équilibre au niveau du para et du sympathique. Vous voyez, donc c'est quand même énormément utilisé. C'est énormément utilisé pour des athlètes aussi. Et ça, je le fais à tous et à toutes. Qui vient au cabinet, je leur demande. Voilà. Et apprenez bien que quand je vais compter jusqu'à 5 la première fois, n'allez pas trop vite. Parce que on se rend pas compte. Vite, ouais, c'est voilà, long, ça paraît court, mais je peux vous dire que ça y va. Voilà. Donc on va démarrer comme ça, tranquillement. Voilà. Donc vous allez simplement être bien assis sur votre fauteuil tranquillement ou sur votre chaise. Vous allez bien relâcher le corps, vous allez bien relâcher le mental. Vous allez fermer les yeux tranquillement. Et là, je vais compter jusqu'à 5 et vous allez commencer à inspirer. Quand je vais compter jusqu'à 5, vous allez pouvoir expirer. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. On expire. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, on expire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va pas aller trop loin. Mais ça donne l'impulsion, ça vous donne la cadence. Voilà, c'est vous donner la cadence des 5 secondes sur 5 secondes. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Vous vous posez tranquillement, ça demande un peu d'entraînement. Oui. Et vous pouvez être certain que si vous prenez l'habitude de ça, dans une situation de stress, avant une réunion, avant des choses importantes à faire, vous prenez simplement une petite minute, même si vous ne faites pas 3 minutes. Déjà, oui, déjà, si vous commencez avec 1 minute, c'est déjà très bien. Et puis, petit à petit, vous avancez, vous progressez. C'est-à-dire qu'on va demander au cœur, avec sa phase d'accélération et de décélération au niveau du rythme cardiaque, de travailler avec le mental. Et ça va vous amener la possibilité d'être un petit peu mieux par rapport à ce que vous avez abordé comme situation du moment. Voilà. Merci Alain pour cette astuce. Donc la cohérence cardiaque, effectivement, à mettre dorénavant dans votre quotidien. Moi, ma petite astuce pour la cohérence cardiaque, qui a un cerveau qui s'arrête jamais, c'est que je compte en fait dans ma tête les fameuses 5 secondes. Comme ça, votre cerveau, quand il compte, il ne peut pas faire sa liste de courses en même temps. Merci beaucoup Alain. On te trouve bien évidemment sur les réseaux sociaux. On va peut-être dire ton nom, je l'ai pas donné, c'est Perc, Alain Perc. Donc on te trouve à Saint-Alban-l'Est pour ton cabinet et sur les réseaux sociaux. Exactement, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn aussi et sur Insta éventuellement aussi. Vous pouvez me retrouver Alain Réflexo Sophro. Et puis comme d'habitude, si vous le trouvez pas, vous me contactez et je vous donne ses coordonnées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a pris un petit peu plus de temps que d'habitude, mais c'était parce que c'était trop inspirant. Merci d'avoir été là. Et puis à dans 2 ans pour les prochaines nouveautés du coup. Oui, bien évidemment. Merci en tout cas à toi. C'était un chouette moment. Merci. Merci. Et pour vous qui nous écoutez, bien évidemment, vous restez sur le grand bain de la vie locale. Vous retrouverez à 18h Eve avec son émission C'est local et c'est bon. Tu devrais écouter parce que t'as l'air gourmand. Et puis pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine émission. Très belle journée.